Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un exposé sur la participation électronique, un sujet qui s'inscrit au cœur des transformations numériques des administrations et de la relation entre les citoyens et les pouvoirs publics. Notre agenda pour cet exposé sera comme suit. On commence par une petite introduction, une définition du concept de la participation électronique, son contexte, ses frameworks, ses principes clés et ses différentes classifications. Par la suite, on va voir l'apport des technologies de l'information et de la communication dans son développement. Et après, les principaux défis que la participation électronique rencontre. On poursuit avec quelques exemples réels avant de terminer avec l'état de l'art en Algérie et bien sûr une conclusion. On commence par l'introduction. La participation électronique constitue un domaine essentiel visant à élargir et renforcer la participation politique en facilitant la communication entre les citoyens, leurs représentants et les institutions gouvernementales élues. Sa complexité réside dans la diversité des formes de participation, les différents niveaux d'engagement ainsi que les étapes variées des processus d'élaboration des politiques. Ces éléments rendent la recherche et les applications dans ce domaine particulièrement riches et multidimensionnelles. Dans cette présentation, nous allons nous concentrer sur ce champ d'études en introduisant d'abord quelques notions de base. Ensuite, nous aborderons les principaux défis que la participation électronique rencontre, ainsi que l'apport des technologies de l'information et de la communication dans son développement. Enfin, nous présenterons les 3 niveaux fondamentaux de la participation électronique, qui sont la e-information, la e-consultation et la e-décision. Définition du concept. Selon la chercheuse britannique Anne McIntosh, la participation électronique désigne l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les processus gouvernementaux afin de faciliter l'engagement du public. Tandis que les Nations Unies définissent la participation électronique comme un outil d'impliquer les citoyens à travers les technologies de l'information et de la communication dans l'élaboration des politiques, la prise de décision ainsi que la conception et la prestation des services, pour le but de rendre ces processus participatifs, inclusifs et délibératifs. Pour bien comprendre ce concept, on doit se mettre dans le contexte d'un gouvernement électronique et d'une administration électronique. D'abord, c'est quoi le e-government ou bien le e-gov en abrégé? C'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les gouvernements pour moderniser leur fonctionnement, améliorer les services publics et renforcer la transparence. Son objectif est de faciliter l'accès aux services publics, améliorer l'interaction entre citoyens et administration, améliorer le fonctionnement administratif et promouvoir la participation démocratique. Une administration électronique est une dimension opérationnelle du gouvernement électronique. Elle est centrée sur la dématérialisation des procédures administratives et l'automatisation des services. Parmi ces exemples, entre autres, la déclaration d'impôts en ligne, les services de l'état civil accessibles sur Internet, etc. Et donc, le lien de ces deux concepts avec la participation électronique, c'est que le gouvernement électronique crée le cadre technologique et l'administration électronique fournit les outils. Ensemble, ils ouvrent la voie à une participation citoyenne numérique, structurée et efficace. On passe maintenant pour voir rapidement un petit historique de la participation électronique. Les années 1990, dans les années 1990, le concept apparaît avec l'informatisation des gouvernements et les premiers usages des technologies de l'information et de la communication peuvent consulter les citoyens. Dans les années 2000, la participation électronique, elle se structure grâce notamment à la définition de Macintosh en 2004. La participation électronique est alors vue comme un complément à la participation traditionnelle. Les années 2010 marquent une expansion avec l'intégration dans les services publics et le développement des plateformes de consultation. Dans les années 2020, malgré le progrès, il reste des défis comme la fracture numérique, le manque d'impact concret et le besoin de politiques de soutien.
Aujourd'hui, la participation électronique est un outil démocratique à fort potentiel, mais qui doit encore devenir plus inclusif et mieux évalué. Maintenant que nous avons vu comment la participation électronique a évolué dans le temps, voyons qui sont les acteurs concernés par ces processus. Dans un premier lieu, on trouve les représentants élus, qui sont choisis par des élections légales pour représenter les citoyens dans les parlements nationaux, les conseils régionaux, etc. On trouve le gouvernement ou bien l'exécutif, c'est les fonctionnaires et les représentants agissant au nom du gouvernement dans le pouvoir. On a aussi les partis politiques, qui sont les groupes agissant en tant que centre d'intérêt politique. On a les organisations non gouvernementales et les organismes de société civile, qui sont des entités démocratiques favorisant des buts particuliers, mais n'ayant aucune affiliation avec des gouvernements ou l'industrie. On a aussi des groupes de citoyens protégeant des intérêts communs ou poursuivant des objectifs communs. On a aussi le milieu universitaire et le milieu de recherche, et on a l'industrie qui englobe les compagnies, les agences et les établissements du secteur privé impliqués dans l'utilisation ou la prestation des outils et des services de participation électronique. On va maintenant découvrir les principaux frameworks de la participation électronique et on commence par le framework de l'OCDE. L'Organisation de coopération et de développement économique a proposé en 2003 un framework progressif qui distingue 3 niveaux de participation numérique, qui sont la e-information, la e-consultation et la e-décision. Dans le premier niveau, qui est la e-information, le citoyen accède aux informations publiques en ligne. Dans le deuxième niveau, qui est la e-consultation, il peut exprimer son avis ou réagir à des projets ou décisions. Dans le troisième niveau, la e-décision, il est impliqué directement dans la prise de décision, par exemple via le vote électronique ou des plateformes participatives. Le deuxième framework, c'est celui de l'Union européenne. Ce framework catégorise la participation électronique selon 3 fonctions principales que le citoyen peut exercer, à savoir le e-enabling, le e-engaging et le e-empowering. Dans le premier niveau, le gouvernement facilite l'accès à l'information et les citoyens sont informés mais restent passifs. Dans le deuxième niveau, le e-engaging, les citoyens sont sollicités pour donner leur avis ou réagir, généralement via des consultations ou des forums. Dans le troisième niveau, le e-empowering, les citoyens participent activement aux décisions, par exemple à travers le vote électronique, des budgets participatifs ou la co-construction de politiques publiques. Donc ces deux frameworks sont complémentaires. Le framework de l'OCDE propose une lecture du point de vue de l'État et de l'évolution institutionnelle, tandis que le modèle de l'Union européenne est centré sur le rôle fonctionnel du citoyen dans les processus numériques. En les croisant donc ensemble, il devient possible de classer les dispositifs de participation électronique en fonction de l'implication attendue du citoyen et de l'engagement proposé par l'administration. On continue avec les principes clés de la participation électronique. Pour garantir une participation citoyenne numérique efficace, légitime et équitable, la participation électronique s'appuie sur 3 principes fondamentaux qui sont l'inclusivité, la transparence et la réactivité. Le premier principe, qui est l'inclusivité, vise à garantir que tous les citoyens, quel que soit leur âge, statut socio-économique, niveau d'éducation ou lieu de résidence, puissent participer. Cela implique de réduire la fracture numérique, de proposer des interfaces accessibles et d'utiliser des canaux variés. Une participation inclusive et donc renforce la légitimité des décisions publiques. Le deuxième principe est la transparence. Ce principe consiste à rendre accessibles, compréhensibles et vérifiables les informations liées aux politiques publiques, aux consultations et aux résultats de la participation. Il inclut la publication des données, la traçabilité des décisions et la communication claire des impacts de la participation électronique. La transparence est essentielle pour
pour renforcer la confiance citoyenne dans les institutions. Le dernier principe est la réactivité. La e-participation doit permettre une prise en compte rapide et visible des contributions citoyennes. Cela passe par des délais de traitement raisonnables, des notifications de suivi et une rétroaction concrète donnée aux participants. Une administration réactive, donc, favorise l'engagement durable des citoyens dans les processus publics. On passe maintenant aux principales classifications de la participation électronique. Et la première classification, c'est la classification par niveau d'implication citoyenne. Cette classification distingue les formes de participation selon le degré d'implication du citoyen. On a la e-information, donc le citoyen reçoit passivement des informations publiques via les sites web par exemple. On a la e-consultation, donc le citoyen est invité à exprimer son avis via les sondages, les commentaires ou bien les forums, etc. On a aussi la e-collaboration, et donc les citoyens participent à la co-construction de solutions via les plateformes participatives par exemple. Et on a la e-décision, donc les citoyens prennent directement part à la décision publique via le vote électronique par exemple. Deuxièmement, on a la classification par phase du cycle politique. Cette classification articule la participation aux différentes étapes de l'élaboration des politiques. La première étape est l'identification des problèmes. C'est là où le citoyen exprime ses besoins ou ses préoccupations. La deuxième étape est la conception des politiques, et donc la participation du citoyen à la création ou à la rédaction des projets publics. La troisième étape est la mise en œuvre, et donc la contribution des citoyens au suivi, au signalement ou à l'amélioration continue. La dernière étape est l'évaluation, et donc le retour d'expérience des citoyens et leur participation à l'analyse des résultats des politiques. Troisièmement, on a la classification par type de technologie. Cette classification regroupe les dispositifs en fonction du niveau technologique mobilisé. On a le Web 1.0 et donc l'utilisation des sites d'information statiques et les portails gouvernementaux. On a le Web 2.0 et donc l'utilisation des outils interactifs comme les blogs, les forums, les réseaux sociaux, etc. Et on a le Web 3.0 et donc l'utilisation des technologies avancées favorisant la transparence et la codécision comme la blockchain par exemple. Et la dernière classification, c'est la classification par objectif ou par finalité. Cette approche classe les actions de participation électronique selon ce qu'elles cherchent à accomplir. Par exemple, on a la transparence et donc mettre à disposition des données et des documents publics. On a le dialogue et la concertation et donc créer un échange entre les citoyens et les décideurs. On a la codécision et donc permettre aux citoyens d'agir directement sur les décisions. Et on a l'innovation citoyenne et donc stimuler la créativité via des outils numériques développés par ou pour les citoyens. On passe maintenant à l'apport des technologies de l'information et de la communication dans le développement de la participation électronique. Les technologies de l'information et de la communication apportent de nombreux avantages qui facilitent la participation électronique. D'abord, elles démocratisent l'accès en réduisant les barrières géographiques et en permettant de participer à distance à tout moment. Ensuite, elles diversifient les canaux d'expression grâce aux plateformes en ligne, aux applications mobiles et aux réseaux sociaux. De plus, elles permettent de traiter et de visualiser un grand volume de données, par exemple avec les tableaux de bord. Enfin, des technologies plus récentes comme la blockchain renforcent la transparence et la confiance dans un processus participatif. Mais malgré ces avantages, les participations présentent plusieurs défis importants. Tout d'abord, il y a la fracture numérique avec des inégalités d'accès aux technologies, par exemple dans les zones rurales ou chez les personnes âgées. Ensuite, certaines personnes n'ont pas les compétences nécessaires pour utiliser ces outils. C'est ce qu'on appelle l'électronisme.
Un autre défi est le risque d'engagement superficiel, où les citoyens se contentent de cliquer sans réel investissement. Il y a aussi la question de la représentativité. Souvent, seuls certains groupes participent, ce qui peut biaiser les résultats. Et enfin, il existe des risques de manipulation avec de faux comptes ou des bots, ainsi que des problèmes de cybersécurité et de protection. Voici quelques exemples réels de participation électronique dans différents pays. On trouve Fix My Street dans le Royaume-Uni, qui est une plateforme de signalement d'incidents urbains. On a Decidim en Europe, qui est une plateforme complète de participation citoyenne. Et on a GovTrack dans les États-Unis, qui est une plateforme de suivi des lois et des votes des élus. En Algérie, on trouve la plateforme Neshki, qui est une plateforme de consultation citoyenne où les citoyens déposent des requêtes ou des doléances sur divers sujets sociétaux. Afin de compléter cette présentation, nous allons maintenant examiner l'état actuel de la participation électronique en Algérie. Et pour ce faire, on doit d'abord comprendre deux indices qui permettent de mesurer le progrès d'un pays en termes de gouvernement électronique et de participation électronique. Le premier indice, c'est le e-Government Development Index, ou bien le GDI. L'indice de développement de l'e-gouvernement est une mesure composite élaborée par les Nations Unies pour évaluer la transformation numérique des gouvernements de ses États membres. Il évalue dans quelle mesure les pays utilisent les technologies de l'information et de la communication pour fournir des services publics et favoriser l'engagement citoyen. C'est un outil essentiel pour comprendre le progrès d'un pays en matière de gouvernement électronique et identifier les domaines nécessitant un développement supplémentaire. Cet indice est calculé sur la base de 3 composantes principales. Indice des services en ligne, qui évalue la disponibilité et la qualité des services en ligne proposés par le gouvernement, notamment l'accès à l'information, les transactions et les mécanismes de participation électronique. On a l'indice des infrastructures de télécom, qui mesure le niveau d'accès à Internet, l'utilisation des téléphones mobiles et la connectivité haut débit dans un pays. On a l'indice du capital humain, qui reflète le niveau d'éducation et d'alphabétisation dans un pays. Le capital humain étant essentiel pour utiliser les services de gouvernement électronique. En combinant ces 3 indices, le GDI fournit un aperçu complet des capacités et des progrès d'un pays en matière de gouvernement électronique. On passe maintenant à l'e-participation index, ou bien le PI, qui est un outil élaboré par les Nations Unies pour évaluer la manière dont les gouvernements utilisent les services en ligne afin d'impliquer les citoyens dans le partage d'informations, la consultation et la prise de décision. Il constitue un indice complémentaire à l'enquête des Nations Unies sur le gouvernement électronique, en se concentrant spécifiquement sur l'utilisation des technologies numériques pour faciliter l'interaction entre les gouvernements et les citoyens. Cet indice mesure la e-information et donc la façon dont les gouvernements fournissent des informations publiques et permettent l'accès à ces informations en ligne. Il mesure aussi la consultation, qui est la manière dont les gouvernements engagent les citoyens dans des discussions et des retours d'expérience sur les politiques publiques et les services. Il mesure aussi la e-décision, qui est la façon dont les gouvernements donnent aux citoyens les moyens de participer à la conception des politiques et à la prestation des services. Ces 2 indicateurs sont complémentaires. Le PI est souvent utilisé en complément de l'EGDI. Le GDI offre une évaluation plus large du développement de l'e-gouvernement, tandis que le PI se concentre spécifiquement sur les aspects participatifs de l'e-gouvernement. Voici un aperçu général de l'EGDI de l'Algérie qui nous montre que l'EGDI de l'Algérie pour 2024 est de 0,5956, ce qui place notre pays au 116e rang mondial. Il s'agit donc d'une baisse de 4 places par rapport à 2020.
L'Algérie fait partie du groupe HEGDI, qui sont les pays à développement élevé. L'Algérie a un bon niveau en termes de capital humain avec un score de 0,6418. Elle a aussi un très bon niveau en termes d'infrastructures télécom avec un score de 0,8129, mais elle a un faible niveau en termes de services en ligne avec un score de 0,3320. En matière de participation électronique, l'Algérie se classe 187e en 2024 contre 148e en 2022 et donc une chute de 39 places montrant une très faible implication des citoyens dans la gouvernance électronique. Ce graphique montre l'évolution de l'EGDI de l'Algérie depuis 2003 jusqu'à 2024. On remarque que l'Algérie a beaucoup progressé depuis 2016 et que son score EGDI est passé de 0,29 en 2016 à 0,60 en 2024 et elle est désormais au-dessus de la moyenne africaine qui est 0,42 mais toujours en dessous de la moyenne mondiale qui est 0,64. Ce graphique montre le GDI de l'Algérie comparé avec le leader mondial qui est le Danemark et le leader régional qui est l'Afrique du Sud et le leader sous-régional qui est la Tunisie. On voit que l'Algérie a un score de 0,5956 qui est moyen. Le Danemark est presque à 1 et donc il est très avancé. La Tunisie et l'Afrique du Sud ont de meilleurs résultats que l'Algérie. Le tableau en bas montre que l'Algérie a progressé depuis 2010. Elle avait un score de 0,3181. Et donc, en interprétation de ces deux graphiques, l'Algérie a bien amélioré ses services de gouvernement électronique ces dernières années, mais elle reste derrière certains pays de la région et loin du leader mondial. Donc, il faut continuer les efforts pour moderniser l'administration électronique. On passe maintenant à l'historique de l'EPI de l'Algérie. Ce graphique montre comment l'indice de participation électronique de l'Algérie a évolué entre 2003 et 2024, comparé à la moyenne africaine et mondiale. On voit que la moyenne mondiale, représentée par la ligne violet, augmente beaucoup avec le temps et arrive à 0,6382 en 2024. La moyenne africaine, représentée avec la ligne turquoise, progresse aussi, mais moins vite. L'Algérie, représentée par la ligne verte, a eu des progrès entre 2010 et 2018. Et puis, elle avait une baisse forte après 2020, surtout en 2024, où le score où l'indice a tombé à 0,0548. Le graphique suivant montre le niveau actuel de l'EPI de l'Algérie en 2024. L'Algérie a un score de 0,548. Le leader mondial qui est l'Ukraine avec un score de 1. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont beaucoup avancés par rapport à l'Algérie. Dans le tableau, on voit que l'Algérie avait un meilleur score en 2018 qui était 0,2022. Donc, en interprétation de ces deux graphiques, l'Algérie a eu des efforts de développement de la participation électronique, mais elle a perdu beaucoup de points récemment. Son niveau est aujourd'hui très bas par rapport à l'Afrique et par rapport au monde. Cela montre qu'il y a un grand besoin de renforcer les outils numériques qui permettent aux citoyens de participer. Pour résumer la situation de l'e-participation en Algérie, voici un petit récapitulatif. L'Algérie a progressé en termes de gouvernement électronique selon le GDI, mais elle a perdu du terrain en termes de participation électronique selon le pays. La comparaison montre qu'elle doit rattraper un grand retard sur ce point, et cela nécessite plus d'initiatives pour impliquer les citoyens par les technologies numériques.
Pour terminer cette présentation, on passe maintenant à la conclusion. La participation électronique s'affirme comme levier d'amélioration de la qualité des services publics, de la transparence et de la proximité entre institutions et citoyens. Par ses formes consultation, codécision et évaluation, elle redéfinit le rapport government to citizen dans une logique d'interactivité et de confiance. Si de nombreux pays ont formalisé ces pratiques, l'Algérie accuse un retard en dispositifs techniques, inclusion numérique et culture participative. Toutefois, la tendance semble s'inverser avec la récente mise en œuvre de la digitalisation des services publics et le changement des pratiques numériques au sein de la société algérienne, laissant espérer un avenir promoteur à condition d'une volonté politique et d'un programme bien défini. Et donc, intégrer la participation électronique est un choix non seulement technologique, mais surtout sociétal et institutionnel pour construire une démocratie plus ouverte et interactive. Merci pour votre attention.